Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Huawei P30 Pro. Avant de commencer de parler un petit peu de l'appareil, je vous rappelle juste qu'il n'y a plus de test express, il y aura juste la prise en main pour quelque chose de plus court, le but étant de rester sur 10 minutes. Donc si pour vous c'est trop long, ou en tout cas si vous préférez quelque chose de court, eh bien vous avez toujours ces prises en main qui restent complètes et assez jolies à regarder. Le test complet, lui, devrait essayer de se raccourcir, notamment sur la partie surcouche où je devrais beaucoup plus aller à l'essentiel pour être plutôt aux alentours des 50 minutes. Au-delà de ça, donc ce Huawei P30 Pro qui a donc la particularité d'avoir deux choses. Déjà le capteur principal de 40 mégapixels, dont les 4 pixels qui peuvent être fusionnés en un ont 2 pixels verts normalement, en tout cas pour le Mate 20 Pro c'était le cas, et sont remplacés par des pixels jaunes. Ça permet de gagner 40% de lumière en plus, et donc pour la nuit notamment, eh bien c'est bien meilleur. Mais ça entraîne un autre problème, et ça on y reviendra sur le test de la partie photo en tout cas. Pour cette partie-là, et même la vidéo, ça impacte beaucoup. Vous avez aussi une ouverture grand angle, donc ça c'est toujours le truc un petit peu sympa pour ceux qui veulent du grand angle, enfin du très grand angle, très exactement. Et surtout, l'autre particularité, et principalement, c'est son zoom x5 optique. Donc c'est avec un système de miroir, c'est-à-dire que vraiment on peut le voir au niveau de la profondeur, en fait on sent vraiment que c'est profond et qu'on a un système de miroir pour que dire en fait le capteur est ici, en fait le capteur photo. Donc ça va être très intéressant de parler de ça, et ça c'est plutôt une bonne surprise. Néanmoins, pour un smartphone axé photo, il y a des choses vraiment qui manquent, que Samsung par exemple gère mieux. D'ailleurs un face à face est prévu très bientôt, donc restez alerte. En plus il sera court, oui il sera court, il sera de moins de 20 minutes. J'essaie de faire à l'essentiel pour que vous puissiez faire un choix et que vous n'ayez pas à vous taper les deux gros tests. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à dire à ça, surtout que c'est son principal argument de vente. Alors, qu'est-ce que ça vaut vraiment? On passe tout de suite au test. Alors, au niveau du design, déjà, on peut voir donc sur cette couleur-là, en tout cas, que nous avons du bleu qui se dégrade vers le blanc. Alors après, c'est un blanc qui reste un peu bleuté. Après, selon la luminosité, selon l'endroit, il ressortira plus ou moins blanc. Et même, selon les endroits aussi, ça ressortira quelque chose qui peut parfois ressortir même violet. Alors, je vais essayer de vous le ressortir, mais à la caméra, elle n'a pas l'air d'arriver à le voir. Mais quand je le mets directement face à la lumière, en fait, je vais avoir un jaune dégradé vers le rouge. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Vous avez ici le triple capteur, donc deux capteurs ici, les deux capteurs principaux. On voit très nettement le gros capteur 40 mégapixels, puisqu'il est vraiment beaucoup plus gros que celui du grand angle. Et on voit le zoom optique qui lui est carré, donc ça fait un peu bizarre, avec le capteur qui est beaucoup plus en profondeur. Donc c'est assez sympathique, c'est assez marrant et intéressant. Vous avez aussi un petit capteur TOF juste ici, qui va permettre justement la partie pour le détourage des portraits notamment, mais aussi d'autres choses qui ne sont pas forcément en tout cas chez nous. Sur les côtés, on a une tranche qui est assez fine avec le bouton Power qui a droit à une petite coloration rouge. Alors je pense que c'est pour le repérer plus facilement, en tout cas c'est un petit design supplémentaire. Le bouton volume. Au-dessus, nous avons droit au capteur infrarouge, enfin au port infrarouge pour tout ce qui est télécommande. Ça c'est quelque chose que met Huawei maintenant un petit peu tout le temps. Le micro secondaire pour supprimer le bruit, tout simplement en appel. On a un côté très plat, ça me rappelle beaucoup Oppo qui, eux, ont quelque chose qui est un petit peu creusé. Ici, c'est juste plat, c'est vraiment très très plat. D'ailleurs, normalement, non, il ne tient pas. Il y a un déséquilibre, donc on ne peut pas le mettre. Mais hop, ici, vous avez la même chose en bas, avec ici le dual nano SIM, le port primaire, enfin le micro primaire, l'USB-C, et donc le haut-parleur, seul et unique d'ailleurs,
puisque donc en façade, on est sur un écran AMOLED qui est incurvé, avec ici, on peut le voir donc une encoche. Alors une encoche assez petite pour le coup, donc ce qui fait qu'elle m'a un peu moins dérangé, ça c'est déjà une première chose, et ce qui fait que vous n'avez pas du tout de haut-parleur. Nous n'avons pas de haut-parleur du tout, donc ce qui fait que en fait c'est du piézoélectrique, c'est-à-dire qu'en gros c'est un système qui va vibrer et quand on va le mettre à notre oreille, en fait ça va faire vibrer notre oreille interne, donc ce qui fait que c'est déjà mieux en tout cas pour nos oreilles, c'est quand même mieux. Ça va moins abîmer les oreilles, notamment les tympans. Et en plus de ça, bah, ça enlève ça. Par contre, c'est un autre problème, c'est qu'il n'y aura pas de double parleur. On en reparlera parce qu'il y a deux gros soucis sur ce P30 Pro de ce point de vue-là. Un design qui est quand même vraiment joli et qui, je trouve, est quand même très réussi. J'avais un petit peu peur que ça fasse moche, le fait qu'on a ce système avec le flash ici, le capteur ici, je ne sais plus exactement lequel c'est par contre, mais il n'aura pas vraiment... Enfin, ce ne sera pas le plus intéressant en tout cas de parler, et le capteur TOF pour le côté justement le côté AR, donc pour tout ce qui est la reconnaissance, enfin pas l'AR, la réalité augmentée, donc quand on veut des tailles, etc. Ou pour tout ce qui est portrait, qui va aider au détourage en tout cas. Ce qui est un petit peu dommage par rapport en tout cas au S10, c'est que, alors déjà il fait un petit peu lourd en soi, bon après on est sur un grand écran donc c'est normal, mais surtout en fait la prise en main, alors on a quelque chose d'incurvé qui est plutôt pas mal, mais les tranches sur les côtés sont un peu petites, ce qui fait que ça peut être un peu limite, on n'a pas forcément l'impression de l'avoir très très bien en main. Donc après c'est des petites choses, mais c'est pas très très grave en soi. On a aussi une autre impression, c'est que le bord supérieur est un poil plus, mais vraiment un poil, ça se voit pas forcément, mais il semble un poil plus grand que sur les côtés. C'est toujours l'impression que ça met, ça a l'air très très petit en termes de différence, mais j'ai vraiment cette impression-là, donc ce qui fait que ça se voit légèrement, ça peut en faire titiller quelques-uns. C'est pas très grave en soi. La partie en bas est aussi plutôt petite, ça on voit clairement une amélioration, donc ça c'est plutôt une bonne chose, ce qui fait qu'on a un menton de plus en plus petit sur les smartphones Android. Dernière chose, on a le lecteur d'empreintes, je vais en parler rapidement. Ce qui est bien, c'est que, alors déjà, il est réactif comme vous pouvez le voir, donc voilà. Alors, hop, bon, forcément il y a une petite erreur. Alors ça fait un peu comme le Galaxy S10 dans le sens où, en fait, alors soit si on le bouge, ben là il veut pas. Il va se réveiller un petit peu, il ne se réveille pas très longtemps, mais aussi par rapport en fait, parce que là c'est un lecteur optique V3 en tout cas, ou en tout cas qui s'apparente à une utilisation V3, quand on va appuyer sur l'écran, ça va réveiller directement le lecteur d'empreintes. Là où par exemple sur le Meizu 16e, je dois faire un double tap où je dois bouger l'appareil. Donc ce qui fait que c'est plutôt bien, et en plus de ça, il est plutôt rapide. C'est vraiment bien, c'est beaucoup plus rapide que la Galaxy S10. Vous pouvez le voir, c'est toujours le même système optique où vraiment ça va éclairer le doigt. Mais pourtant, il va être plutôt bon. Alors après avoir la sécurité, mais en tout cas, il est plutôt rapide et il est pratique. Une fois qu'on a pris le coup de main et qu'on sait où poser le doigt, eh bien, ça fonctionne sans problème. Donc un design globalement réussi qui est assez sympathique. Ce qui fait que le double capteur, enfin le triple capteur n'est pas trop imposant. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus imposant que ça. Et surtout, le système tout bête, c'est que là, on a tout en longueur ici. Donc vraiment comme si on voulait prendre des photos. Clairement, là, on a le côté photo. Leica, Huawei, voilà, tout est mis dessus. D'ailleurs, qu'est-ce qui est marqué? Donc on a Vario Sumilux. Donc Sumilux, c'est la qualité des lentilles de chez Leica. Avec donc le fait que ce soit en ouverture 1.6 ou 3.4. 3.4 pour le capteur. Donc le capteur grand angle, zoom x5, et qui va faire de 16 à 125 mm en termes de focale. En tout cas, c'est ce qui va permettre de refaire avec les zooms numériques, etc. On en reparlera sur la partie photo. Dernière chose aussi, il faut savoir que ça va prendre les traces de doigts assez rapidement, pardon. Et donc, ce qui fait que ça peut en gêner plusieurs, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Sachez que de toute façon, vous avez une coque qui est fournie, qui est plutôt bien d'ailleurs, et bien meilleure que celle du Honor V20, puisqu'elle est parfaitement transparente, elle ne dénature pas les couleurs, donc ça c'est une première chose. Et alors, petite chose aussi, c'est qu'il y a plein de petits points qui apparaissent. Je ne sais pas quel est l'impact en tout cas sur la coque, mais ça apparaît, ça reste très discret, néanmoins c'est présent. Donc en tout cas un appareil qui note cependant une bonne amélioration chez Huawei. Je n'avais pas eu malheureusement ni le P20 Pro ni le Huawei Mate 20, mais en tout cas pour l'instant en termes de design je le trouve vraiment pas mal du tout. Au niveau de la surcouche, on n'aura rien de particulier en soi, puisque là on va parler sur des choses qui sont bien connues, ce qui fait qu'on va faire un tour assez rapide. On est sur actuellement EMUI 9.1.0, la version Build .124 très exactement au moment où je fais le test.
C'est un smartphone, enfin EMUI en soi fonctionne très bien, il fonctionne de mieux en mieux, il faut dire ce qui est. On a quand même une bonne amélioration. Néanmoins, c'est toujours une surcouche qui a tendance à pas mal diviser. Le plus gros problème qui en ressort, notamment, c'est surtout au niveau des paramètres. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses, puisqu'on a déjà tout ça, plus encore ça. Il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à trouver. Donc, afficher le nom de l'opérateur, par exemple, qui peut prendre de la place pour les notifications. Alors, c'est mieux si, hop, vous le verrez ici, voilà. Donc, ce qui fait qu'on peut, pour aller chercher le nom de l'opérateur, en fait, il faut aller dans affichage et plus de paramètres d'affichage. Et on a un petit mode simple, affichage permanent activé. Ce qui fait que, bah, par exemple, ici, je l'avais pas, pour le coup, je l'avais même pas activé, c'est pour dire. Mais ce qui fait qu'en fait, le souci de cette surcouche, c'est qu'il y a des options, beaucoup d'options. Et malheureusement, alors là, forcément, ça ne marche pas parce que hop, toute la journée, il y a beaucoup d'options et c'est vrai qu'on aura tendance à un peu avoir du mal à trouver certaines options. Et c'est vrai que pour le coup, bah là, vous voyez, je viens juste de la trouver celle-ci. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a vraiment trop de choses. Ça manque, un peu comme le même Samsung où il y a eu beaucoup d'améliorations de ce point de vue-là. Ça manque réellement de, comment dire, d'ergonomie en fait. Ça devrait être repensé. C'est vrai que c'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Sachez que vous avez toujours le mode de température des couleurs, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui en ressort et que pour certains, ça peut être compliqué d'aller chercher toutes les informations, parce qu'on a plus de paramètres pour le son, mais pourquoi ne pas les avoir mis dès le départ? Parce que déjà, il y en a en soi beaucoup qui apparaissent, mais c'est pas forcément le mieux fait. On a du Dolby Atmos, ça on y reviendra. Vous avez l'équilibre digital qui est intéressant, c'est la version de Huawei en tout cas, et ça permet de voir ce que vous avez utilisé. Donc un temps d'écran, alors là pour le coup, par exemple, sur les 7 derniers jours, déverrouillage 700 fois. Voilà, ça permet de voir un petit peu les choses globales de ce que vous utilisez. C'est là que vous pouvez gérer donc la reconnaissance faciale. Vous avez la reconnaissance faciale 2D et l'empreinte digitale donc sous l'écran. Après, en soi, vous avez toujours ce système à gauche avec le Google. Moi, ce que j'apprécie en tout cas, j'aime bien voir les news. Donc c'est quelque chose que j'apprécie réellement. Vous avez toujours la recherche ici. En soi, le multitâche est toujours présent comme ceci. Et vous avez, alors ce que je trouve assez bien fait là-dessus, c'est que vous avez la possibilité rapidement de vous mettre en mode multifenêtre. Donc ça, c'est une bonne chose. Et quand vous recevez une notification d'une autre application que vous pouvez mettre en multifenêtre, d'appuyer dessus pour directement l'ouvrir en multifenêtre. Donc c'est vachement bien pour YouTube, par exemple. C'est assez bien pensé, c'est tout bête, mais c'est vraiment bien pensé. Sachez que vous avez aussi la possibilité, si vous allez dans Système, Navigation Système, et vous pouvez avoir les gestes. Hop, donc tutoriel. Voilà, et ce qui fait que vous avez bien sûr les gestes, donc comme ce que vous pouvez voir sur les autres appareils, quelque chose de logique, donc rien de en spécial de nouveau en soi, mais pour ceux qui se posent la question, vous les avez toujours. Alors si je fais sur le côté, ça fait ça, donc vous voyez, hop, voilà, et vous avez Google. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien les gestes, vous les avez. Moi, je préfère la navigation à 3 touches. Et on peut aussi les inverser et même avoir un petit bouton pour descendre la barre de notification pour ceux qui les chercheraient. En soi, donc, pas de grand chose de nouveau sous le soleil. On reparlera sur l'application photo du fait qu'elle n'est pas du tout adaptée pour le coup, elle devrait évoluer un petit peu parce qu'elle manque d'une bonne intégration. Ce que je trouve un peu dommage, c'est quelque chose que je vois aussi sur le Samsung, c'est que maintenant ça devient un petit peu compliqué, mais on y reviendra. Mais en soi, sinon, c'est une surcouche qui est bien réactive, qui s'améliore au fil du temps et qui devrait par contre avoir une petite refonte au niveau des paramètres pour avoir quelque chose de plus ergonomique et aussi des choses sur des applications comme celle-ci qui malheureusement manquent un petit peu de cohérence par rapport au reste et reste un peu comme ce qu'on a connu déjà, parce que cette interface-là ne fait pas du tout Android Pie et elle est loin de ça et c'est toujours la même depuis longtemps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer notamment pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent et un peu plus dans l'air du temps en termes de design, surtout que le design qui est actuel est plutôt pas mal, il faut le dire. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait, mais bien évidemment, après, c'est quelque chose qui est subjectif, donc après, à vous de voir si c'est une surcouche qui vous plaît ou non. Donc, c'est des petites différences qui peuvent vous faire la différence face à du OxygenOS ou du One UI, etc., etc., comme ce que vous avez l'habitude de voir, mais bon, ça change pas, hein, depuis M8, c'est à peu près la même chose. Au niveau de l'écran, on est sur un écran 1080p du 6.4 pouces, donc un grand écran en 19,5 neuvième, et un écran qui a donc, comme vous l'avez vu, une encoche tout en haut, qui, pour le coup, est assez discrète. Moi, j'aime bien, en fait, c'est à peu près dans le même style
que ce qui est proposé pour le Mi 9, mais aussi qui est proposé par, à l'époque, le Essential Phone. C'était l'un des seuls à intégrer ce type d'encoche toute petite avec justement le côté en U. Et pour le coup, ça arrive enfin chez les Samsung, en tout cas sur les AMOLED, et c'est enfin repris. On a enfin quelque chose qui est beaucoup plus discret et qui pour moi passe beaucoup mieux déjà parce qu'on peut mettre pas mal de notifications, que ce soit sur le côté état ou sur le côté notification, donc ça c'est une bonne chose, mais aussi parce qu'elle est plus discrète. C'est vrai que pour le coup, c'est une encoche qui ne m'a pas dérangé. Je suis quelqu'un qui est très chiant sur les encoches, comme vous le savez, et celle-ci ne m'a pas dérangé. Donc déjà ça c'est une bonne chose, et en plus de ça on peut la cacher, mais le problème c'est que forcément on aura quelque chose qui sera plus vraiment joli, puisqu'on aura une board très épaisse, avec une board déjà un petit peu épaisse. Donc après à vous de voir, mais de cette façon-là en tout cas, c'est plutôt discret, je la vois moins et je m'en suis pas plaint. Vous pouvez même voir sur Twitter, je m'en suis pas du tout plaint une seconde. Il y a vraiment d'autres choses qui sont plus intéressantes à critiquer, entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, sachez que là-dessus, c'est une bonne chose. L'écran lui-même, alors on a un blanc qui est assez froid, un petit peu plus froid que la normale d'ailleurs, et on a un écran qui est moins bon que le Galaxy S10 Plus, alors qui est excellent de ce point de vue-là. Sachez que vous pouvez modifier la température de couleur ici, donc soit vous pouvez les mettre en vive, donc avoir quelque chose d'encore plus éclatant forcément, et vous pouvez choisir la température de couleur. En mode normal, vous aurez un blanc un petit peu plus chaud forcément. Moi, je préfère le blanc qui est affiché ici, qui me semble beaucoup plus blanc en fait. Comparé à celui du Galaxy S10 Plus, qu'est-ce que j'ai remarqué comme différence? Alors, notamment en regardant sur Instagram, qui est en soi un bon moyen de se faire une idée en regardant les diverses photos, c'est que les photos apparaissent plus contrastées. C'est net en fait, ce qui fait que ça donne des photos qui ressortent plus détaillées aussi. Donc après, c'est un choix. Mais aussi, on va avoir des nuances qui ressortent moins. L'avantage qu'il y a sur le Galaxy S10, et que j'avais remarqué face déjà au Meizu 16e, c'est que l'écran du S10 Plus arrive à ressortir des nuances que beaucoup d'appareils n'arrivent pas à voir. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ce qui fait que cet écran AMOLED, déjà, il est moins bon que celui de chez Samsung. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, on est sur un écran qui est seulement 1080p sur un très haut de gamme. Alors, c'est plutôt bien pour l'autonomie. Après, pour le côté très haut de gamme, est-ce que ça passe? C'est à vous de voir. Mais visuellement, on ne voit pas de différence. Après, si vous faites de la VR, forcément, il vaut mieux se tourner sur le Galaxy S10 Plus. En soi, l'écran est quand même très joli. Il est vraiment bon et il a vraiment de belles couleurs. Donc là-dessus, j'ai pas vraiment de reproches à lui dire, à part que voilà, vous avez des différences. Celui du S10 Plus récupère plus de nuances et un peu plus naturel. Ici, c'est un peu plus blanc là-dessus et un peu plus contrasté. C'est vraiment deux différences qui ont été perceptibles entre ces deux appareils. Donc, ce sont des choix vraiment différents, mais qui vont clairement pas gêner le choix de l'appareil. À part si vous voulez l'écran le plus neutre possible et qui va récupérer le plus de nuances possible, je vous conseille très clairement le Galaxy S10 Plus, surtout si vous êtes fan d'Instagram. Sur Instagram, clairement, le S10 Plus fait vraiment la différence, mais aussi sur les films, YouTube, etc. Mais pour avoir comparé clairement sur Instagram, ça se vaut. Au niveau du son, on a droit à justement un seul haut-parleur, puisque le deuxième pour les appels est en piézoélectrique. Donc ce qui fait que c'est un système qui va vibrer. Donc au contact de notre oreille, en fait, ça va faire vibrer notre oreille interne, et ce qui fait que ça va permettre d'entendre sans avoir besoin de mettre un haut-parleur. Alors ça marche plutôt bien pour avoir eu l'occasion de tester. Par contre, le souci, c'est qu'on dit au revoir au double parleur. C'est un petit peu dommage, sachant que on est sur un haut de gamme à 1000 €, et ce qui fait que ici, on n'a qu'un seul haut-parleur qui est assez moyen. Ça passe, mais ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. On va mettre un peu plus loin. On va mettre autre chose. Donc là, on est sur quelque chose qui est quand même plutôt clair, qu'on met face directement à nous. On a quelque chose qui est assez précis avec des bonnes basses, mais on est sur un seul haut-parleur, et forcément, face au Galaxy S10 Plus, il fait clairement pas le poids. Très clairement, ça n'a rien à voir. Donc on est sur un bon mono-parleur, mais aujourd'hui, est-ce que c'est acceptable encore le mono-parleur sur un produit aussi haut de gamme? Je vous pose la question. L'autre problème de ce smartphone, c'est le problème de l'USB-C. Sur le P30 normal, vous avez droit à un jack, un vrai jack, pour le coup, inclus,
Et sur le P30 Pro, vous avez droit juste à de l'USB-C, avec des écouteurs USB-C très moyens. Et le truc, c'est que vous n'avez pas d'adaptateur, comme les autres années. Vous n'avez pas d'adaptateur USB-C. Sachant que l'adaptateur en question coûte 1 euro à mettre, et encore, je suis même pas sûr, pour eux, ça doit coûter 20 centimes, peut-être 40, allez. Donc, je trouve que ça fait extrêmement pingre de ne pas le mettre, sachant qu'en plus de ça, ça va utiliser le DAC du smartphone, puisque le Kirin 980, il a un DAC intégré, puisque les ingénieurs bossent énormément dessus. Et sur l'Honor V20, j'ai déjà pu dire que justement la qualité est très bonne. Donc quand vous avez le petit DAC, le petit adaptateur à 1 euro qui est juste un adaptateur, puisque c'est deux pins analogiques qui sont branchés, et après vous avez juste à mettre un adaptateur pour le transformer en jack. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc déjà je trouve ça absolument aberrant de ne pas l'avoir mis, et surtout sur un tel produit. Hein. Je rappelle que c'est un produit à 1000 euros, et que en plus de ça, si c'est juste pour faire comme Apple, pour dire je fais comme Apple, c'est pas terrible. Oui, bon, là, ça se débrouille pas parce que j'ai une main mouillée. Mais voilà, c'est juste ça. Sinon, en soi, c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf d'avoir pris une telle décision. Au-delà de ça, le son en jack est plutôt bon et s'approche pas mal du Meizu 16e, qui est pour moi une référence. Par contre, par rapport au Samsung Galaxy S10, clairement, il ne fait pas le poids. Clairement, le S10 a mis les bouchées doubles en termes de son, et c'est assez impressionnant d'ailleurs la différence qu'il y a, et ce qui fait qu'il est, à mon sens, bien meilleur que le Meizu 16e. Il s'approche un petit peu du Zishan Z3 que j'ai testé il n'y a pas longtemps, même s'il y a quand même une grosse différence. Mais il y a un énorme gap, par exemple, au Meizu 16e, qui est quand même déjà une bonne référence. On a droit du Dolby Atmos, donc ce qui fait qu'il peut être en mode intelligent, vous pouvez le mettre en mode musique, et derrière vous avez un égaliseur intelligent, donc il va être soit ouvrir, alors ouvrir, pourquoi ouvrir ? Je ne sais pas, ouvert, donc ça va être à mon avis, voilà. Personnellement, en tout cas, après tout ce que j'ai testé, j'ai préféré rester sur le mode désactivé pour avoir le côté le plus neutre, et ce qui fait que c'est sympathique dans ce mode-là. Mais voilà, en tout cas, le jack, voilà, il faut un adaptateur en plus, ça coûte que dalle, hein, ça coûte 1 euro, donc vous pouvez prendre 1 euro si vous voulez un DAC dédié, vous avez fait le ID Sonata HD, mais bon, clairement, pourquoi, attendez, vous mettez un jack sur P20, mais vous mettez même pas l'adaptateur sur P30, vous mettez un jack sur le P30, mais la version Pro, elle n'a même pas le droit d'un adaptateur. C'est quelque chose qui n'est pas logique et qui est clairement critiquable et qui manque clairement de cohérence. Et ça veut juste faire comme Apple, mais vous n'êtes pas Apple, Huawei. Et vous pouvez faire différent d'Apple. Donc là, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. On va parler de la partie qui va fâcher. En tout cas, je sais que moi, je vais fâcher beaucoup de monde puisque je vais sûrement aller à contre-courant pour beaucoup de choses sur la partie appareil photo de ce P30 Pro. Beaucoup adulent le P30 Pro en termes de photo. Alors déjà en termes de la partie, la partie photo, la partie application a un réel problème puisque le changement en fait entre les capteurs est problématique. D'une part, le changement par exemple si je suis en x1, donc le capteur principal et que je passe sur le capteur ultra grand angle, le problème qui va se poser, c'est que je vais voir vraiment un vignettage, donc c'est-à-dire le côté un petit peu foncé sur les bords du capteur qui vont être au départ assez intenses et en fait, le capteur, logiciellement, ils vont, on va dire, effacer ça pour avoir une image qui soit uniforme en termes de luminosité et pas avoir un contour qui soit noirci. Donc déjà, c'est une première chose parce que ça m'arrivait très régulièrement. En termes de haut de gamme, ça fait particulier et je n'avais pas eu ça sur le Galaxy S10 Plus. L'autre chose, c'est la gestion en x5, et ça se voit beaucoup. Quand il va y avoir un changement de capteur sur le x5, qu'est-ce qui va se passer? Il va d'abord passer sur... En fait, il va d'abord faire un crop, c'est-à-dire qu'en gros, il va juste zoomer sur la photo en x5, et après passer sur la partie, le deuxième capteur, en fait, le capteur réellement qui est en zoom x5, qui est un zoom optique. Donc, ce qui fait qu'il fait d'abord un zoom numérique pour ensuite passer au zoom optique. Ce qui fait que, en fait, le truc, c'est que pareil, le Galaxy S10 Plus, même s'il n'a pas un zoom x5, ne me faisait jamais ça. C'est-à-dire qu'il ne changeait qu'il n'y a jamais de capteur comme ça. Il détectait directement s'il devait faire, si la luminosité était trop mauvaise, passer directement en zoom x2, ou alors s'il devait passer sur le capteur en x2. Même s'il y avait un délai de changement, en soi, on était directement sur le bon capteur. Ici, non, on est sur deux étapes. On fait le zoom, et après, s'il faut, si les conditions le permettent, on passe sur le zoom x5. Ce qui est assez intéressant en plus de ça, c'est que si on le fait en x10, il passera forcément sur le zoom optique x5. Seulement, il lui faut 1 mètre de distance pour pouvoir faire la mise au point. Il y a deux choses qui m'ont plu. Alors déjà, la première chose qui m'a plu, c'est le zoom x5 qui est super intéressant. Je me suis réellement posé la question de son intérêt sur un smartphone, comme beaucoup de gens, et posé la question, est-ce que c'est juste un effet waouh, ou réellement, est-ce que c'est un intérêt?
Et ben je peux vous le dire, j'ai fait pas mal de photos, je me suis réellement posé la question de savoir est-ce que ça valait le coup, et oui, ça vaut le coup. Clairement, ce qui va être vraiment bien c'est avec ce capteur, qui est en 8 mégapixels pour rappel, et ouverture 3.4, donc il faut plutôt une bonne luminosité pour réellement en profiter, eh bien, il fait réellement quelque chose d'intéressant, puisqu'on va avoir un changement de perspective. Comme vous le savez, quand on est sur un capteur grand angle, les capteurs principaux qu'on a sur les smartphones, on a un angle assez large. Ici, on va avoir un angle assez serré, forcément, puisque c'est un zoom optique x5, et ce qui fait que ça va permettre de faire de nouvelles choses en termes de photos. Ça, c'est une bonne chose, puisque on va avoir des réels gros zooms, c'est-à-dire qu'on va pas avoir forcément besoin de s'approcher, et qu'en plus de ça, ça va permettre d'avoir un truc un peu plus serré, ce qui va permettre d'avoir quelque chose déjà de plus joli, de plus sympathique à faire. On a une nouvelle façon de faire des photos un peu plus artistiques. Il y a notamment la photo que j'ai faite d'une fleur, en fait, qui était derrière un grillage, et c'était le matin, avant que j'aille au boulot, j'avais cette idée-là, elle était un petit peu loin, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donne si je le fais avec le zoom x5? Alors, il faut être à peu près 1 mètre de distance, mais ça peut faire des photos vraiment jolies avec justement les premières lueurs en fait, du soleil qui va taper la fleur. Et ce qui fait que ça rend vraiment quelque chose de très très sympa, très artistique. Ça, c'est une première chose. Donc déjà, on peut vraiment s'amuser avec ça. L'autre chose qui peut être sympa, c'est vraiment de pouvoir prendre des photos de monuments qui sont un petit peu loin. Et donc, on veut prendre en photo, soit pour voir exactement ce que c'est, parce que la puissance du zoom, même en x50, qui est un zoom numérique, est vraiment impressionnant. Ça, c'est déjà vraiment quelque chose qui est vraiment utile en soi et que je trouve vraiment, vraiment bien. Et on peut vraiment faire, encore une fois, et j'utilise beaucoup le mot vraiment, de très très belles photos. À partir du moment où on a compris comment il fonctionnait, on peut vraiment faire des choses sympathiques. L'autre chose que j'ai trouvé très sympa, c'est le capteur grand angle pour la macro. Il faut savoir que ce qui a été mis en avant par un Huawei lors de la conférence, c'est le mode super macro qui va permettre, grâce au capteur grand angle, de faire des macros à 2,5 cm. J'ai pu aussi m'éclater, notamment sur des écouteurs, mais même aussi sur des petites fleurs, mais vraiment très très petites en plus de ça. J'ai pu m'amuser à prendre en macro des toutes petites fleurs, parce qu'en plus de ça, au-delà du fait d'être très très près de la feuille, ou de l'objet en question, le système, en fait, pour pouvoir gérer le focus est très impressionnant. Beaucoup de smartphones, dès que l'objet est un petit peu trop petit ou manque d'espace, en fait, c'est-à-dire que s'il ne prend pas assez d'espace parce que c'est plein de petites choses, il ne va pas arriver à faire correctement le focus. Il faudra passer en manuel. Ici, non, pas de problème, il le détecte bien et sur des toutes petites fleurs, il a réussi à faire le focus sans problème et de façon très très près. Donc c'était assez fou parce que beaucoup de smartphones se seraient juste plantés dessus. Ça, c'est une excellente chose et ce qui fait que j'ai pu faire des belles photos de fleurs et des belles photos d'écouteurs de très très près et ce qui donne un rendu assez sympathique, très détaillé en plus de ça, avec une bonne colorimétrie. C'est d'ailleurs deux choses qui sont intéressantes, c'est que le capteur de grand angle aura tendance un petit peu à faire de la saturation ou à être un petit peu trop lumineux, mais on permet de faire des bonnes photos en très grand angle. Et aussi on a le zoom x5 qui, lui, alors selon les conditions, parfois ça va être un peu sous-exposé, forcément il est en ouverture 3.4 encore une fois, mais avec une excellente stabilisation, ce qui permet de lui faire du HDR, hein. Clairement il y a ça aussi, beaucoup de photos sont prises à la suite pour pouvoir faire une bonne photo, et ce qui fait que ça peut faire des photos très très différentes, mais très sympathiques avec un excellent rendu. Et par exemple aussi, il y a des photos que j'ai faites avec vraiment ce côté où il y a des fleurs devant, et en fait les autres sont loin, et on a ce côté perspective qui est super bien géré. J'apprécie beaucoup, les couleurs sont plutôt sympathiques. Donc vraiment, en fait, il y a vraiment ces deux idées, en fait, ces deux caméras supplémentaires par rapport aux principaux que j'ai vraiment apprécié utiliser. Le plus gros problème étant le capteur principal et le fait justement qu'ils aient changé les pixels verts par des pixels jaunes, eh bien ça se voit énormément. Là où ça se voit le plus, c'est notamment en vidéo, puisque certaines feuilles, certains arbres, au lieu d'être verts, vont ressortir carrément presque marron. C'est assez horrible, visuellement c'est vraiment horrible, parce que déjà, une première chose, le problème qu'il y a, c'est que ça va faire un écart de colorimétrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence entre les deux autres capteurs et ce capteur-là. Ce qui fait que quand on prend une photo avec ce capteur-là et un autre capteur, on aura une différence. Pour ceux qui veulent avoir quelque chose de cohérent, de similaire, vous serez très déçus de ce point de vue-là. C'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. En plus de ça, l'intensité justement de ce changement de colorimétrie est très différente selon ce que vous prenez en photo. Par exemple, sur des fleurs, en fait, ça va vraiment se voir. Et on va avoir des fleurs qui vont, par exemple, des fleurs qui sont censées être blanches, qui vont partir sur un côté presque rosacé, en fait. Un petit peu légèrement rose, légèrement rouge.
Et ce qui fait que c'est pas du tout censé être le cas, elles sont bien blanches. Et quand j'ai comparé face au Meizu ou quand j'ai comparé face au S10 Plus, pour les quelques photos que j'ai testées, bah c'était assez impressionnant que la différence qu'il pouvait y avoir selon les photos et selon ce que je prenais en photo. Donc ce qui fait que bah, certaines photos sont plutôt bien blanches, et puis d'autres sortiront vraiment trop rosacées, trop... Ouais, il y a un côté rouge qui ressort qui est beaucoup trop présent en fait. Et ce qui fait que c'est perturbant. Si encore une fois, il y avait ce côté à la limite... ce côté un petit peu... bah, cet effet exprès, ça faisait partie de l'identité, on le verrait sur les 3 capteurs, ce qui n'est pas le cas. Donc ce qui fait que c'est dérangeant et je n'apprécie absolument pas ça, ce rendu-là, parce que je le trouve absolument pas naturel. Je ne vois pas, sur la photo que j'ai prise, je n'ai pas l'impression de voir la même chose que ce que j'ai pris en photo en face de moi. Donc ça, c'est une première chose. Comme autre chose, vous avez l'autre problème, c'est-à-dire que la nuit. La nuit, les photos seront... Alors, certes, il y a un côté waouh sur ce qu'il arrive à ressortir. J'ai été même très impressionné, puisque déjà, par exemple, pour le Zoom x5, avec la lune, avec ou sans IA, on arrive à ressortir une photo qui est quand même vachement détaillée. Donc j'ai été assez impressionné de ce point de vue-là, et ce qui fait que c'est très très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on peut vraiment s'amuser. Ça a un côté assez waouh, mais c'est beau parce qu'on peut voir la lune de près, alors qu'elle est censée être loin. L'autre chose qui est sympathique, c'est que bah, on peut voir les étoiles dans la nuit alors qu'on l'a pris juste en mode auto. Le mode cliché nocturne arrivera d'ailleurs mieux à ressortir l'ambiance de scène que le mode auto, qui aura tendance à avoir un côté très pétant en fait, et un côté beaucoup trop lumineux par rapport à l'ambiance réelle. C'est là où je préfère le Samsung, puisqu'il aura un réel une meilleure ambiance de scène, même si c'est même un poil mieux détaillé, mais ce qui fait que même s'il y a plus de grains sur le Samsung, bah, même si c'est très bien lissé sur celui-là, c'est beaucoup trop éclairé et c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Alors, vous pouvez apprécier ça, mais moi, personnellement, je ne l'apprécie pas du tout. Et ce qui fait que bah, c'est un peu problématique pour moi parce qu'on ne peut pas faire d'avoir un mode auto, parce que pour moi, le mode auto, c'est censé voir à peu près le côté le plus proche de la réalité, et le mode cliché nocturne, pouvoir ressortir un maximum les couleurs, et c'est là où on va s'amuser à avoir une photo qui va être de très bonne qualité, mais bah, beaucoup plus éclairée que la normale. En tout cas, c'est comme ça que je vois cette philosophie, qui malheureusement, en tout cas sur ce Huawei, ce n'est absolument pas le cas. Et la dernière chose que j'avais à dire sur cet appareil photo, c'est la partie vidéo. La partie vidéo, c'est problématique. Je vais en parler très rapidement pour finir et pour passer à la suite, mais en gros, le problème de la vidéo, c'est que déjà, on n'a pas de 4K 60 fps. On a une amélioration en termes, par contre, de stabilité. On a une vraie stabilité, par contre, une vraie stabilisation qui est faite, et surtout la stabilisation du 8 mégapixels est excellente. Donc on a une excellente stabilité, donc ça qui permet justement d'avoir une très grande facilité à prendre la lune en photo. C'est parce que la stabilisation du capteur zoom optique est excellente. Donc là-dessus, il y a une réelle grosse amélioration et Huawei revient de loin de ce point de vue-là. Le problème étant, encore une fois, que quand on shoot en mode auto et qu'on peut choisir entre les capteurs, il y a deux problèmes qui se posent. C'est que le changement entre les capteurs montre déjà ce problème colorimétrique et il est encore plus important du côté justement du capteur principal. Et ce qui fait que là où ça va être un beau vert qu'on est censé voir devant nous, eh bien ça va ressortir marron. Donc déjà c'est quelque chose qui va énormément perturber et qui va, le côté artistique, le côté vidéo va clairement prendre un coup, puisqu'on va encore une fois manquer de cohérence sur la colorimétrie. C'est quelque chose qui me dérange fortement. L'autre chose, c'est qu'en plus de ça, et c'est la même chose qu'en photo, c'est que quand vous allez passer en zoom x5, eh bien, encore une fois, quand on va le passer directement, il va d'abord faire un zoom et ensuite passer sur le zoom optique. C'est quelque chose que Samsung ne fait absolument pas, c'est quelque chose d'instantané chez Samsung. Quand on passe sur le x2, on passe sur le x2 directement. Il n'y a jamais de questions à se poser, on n'a jamais cette impression de changement de capteur en fait. C'est-à-dire que c'est directement changé, mais on n'a pas en deux étapes, ça va le faire en une étape. Quand on appuie sur le x2, ça va en x2, c'est terminé. On n'a pas de questions à se poser, tiens, ça a changé de capteur ou ceci ou cela, ça va directement. Ici, ce n'est pas le cas. C'est d'abord ça fait un zoom et ensuite ça va sur le deuxième capteur. Donc ce qui fait que ça fait très moche et ça fait pas du tout produit haut de gamme. Et c'est là où l'intégration des capteurs me semble un peu plus limitée. Même s'il a un excellent score sur Dexo, pourtant il y a plein de petites choses qui me plaisent pas. Par exemple sur le lissage de nuit, eh bien déjà on peut voir que près du sapin il y a des artefacts. En fait, il y a une partie où le lissage n'est pas fait et ce qui fait que ça fait pas beau. C'est assez léger en soi, il faut le voir, il faut clairement être chiant comme moi. Néanmoins, c'est présent. Ce qui fait que je préfère le côté un peu plus avec du grain partout du côté de Samsung, puisqu'ils ne lissent pas. Mais au moins, on a quelque chose d'uniforme et on n'a pas d'artefact comme on peut le voir sur le Huawei, puisque le lissage est assez intense.
Mais ce qui fait que ces deux choses-là, en fait, ce capteur principal, pour moi, est le plus gros, à la fois une très bonne avancée, mais aussi à la fois un très gros problème pour ce smartphone, puisque si vous êtes comme moi quelqu'un qui a un intérêt pour le côté colorimétrique et avoir au moins une cohérence colorimétrique entre les capteurs, eh bien, vous n'allez pas apprécier. Je préfère largement le Samsung Galaxy S10 Plus, qui a des capteurs certes un peu plus limités, puisque nous n'avons pas de zoom x5. C'est vraiment bien pour s'amuser, en tout cas à prendre des photos et voir le côté artistique différemment pour prendre des photos. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Mais par contre, le problème, c'est que le côté colorimétrique est réellement un problème. On est plus limité en vidéo et on s'amuse un peu moins sur les photos. Enfin, moi, ça m'a pas permis de m'amuser autant que ça sur ce P30 Pro avec le capteur principal. Je me suis beaucoup plus amusé avec le zoom x5. Pour l'autonomie, on a droit à une batterie de 4000 mAh. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez normal chez Huawei. Et vous avez en plus de ça donc de la charge, de la supercharge, je ne sais plus quel est le nom exact, avec même de la charge sans fil. Donc vous avez et même de la reverse charge, c'est-à-dire que vous pouvez me poser quelque chose et ça va le charger. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympathique de ce point de vue-là. Après, à vous de voir. En tout cas, il charge assez rapidement, ce qui est une excellente chose. On a à peu près la même chose que sur le Honor V20 d'ailleurs, puisque c'est inclus. Et ce qui fait que ça charge rapidement. Et en plus de ça, l'autonomie est assez excellente. Alors, je la trouve un petit peu moins bonne que celle du Honor V20, mais elle est quand même excellente. Déjà parce qu'on a un écran AMOLED, et puis aussi parce qu'on a un Kirin 980 qui est orienté économie d'énergie. Donc, dites-vous bien que vous ferez minimum 8 heures écran allumé avec ce smartphone, même sur 2 jours, c'est assez ouf. Là, par exemple, ça fait 2 jours qu'il est allumé, si je dis pas de bêtises, et je l'ai branché légèrement le temps de vider un petit peu ce qu'il y avait en photo. Alors, si on fait niveau de consommation matérielle, 5h55 minutes, je suis à 45%, et pendant le temps que je l'ai mis, est-ce qu'il a rechargé beaucoup? Il a gagné peut-être 2 ou 3%. Donc voilà un petit peu, ça donne une idée, sachant que c'était complètement Wi-Fi. On est sur une excellente autonomie, clairement, très très clairement, donc ce qui fait que, voilà, si vous voulez un smartphone extrêmement autonome, là-dessus, il fera largement plus que le S10 Plus, par exemple. Mais il fait à peu près aussi bien que le V20. Le V20, je trouve qu'il fait globalement un petit peu mieux de ce que j'ai utilisé. Après, j'ai eu qu'une semaine, le temps que le se de la batterie, c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout vu la façon, vu que ça met à peu près un peu plus d'une semaine pour bien se roder et bien apprendre de votre utilisation et bien gérer l'autonomie. Mais globalement, c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là et c'est même très intéressant puisque, voilà, on a un smartphone qui est réellement très autonome. Vider la batterie en une journée est très compliqué, même pour moi. Donc c'est pour dire. Au niveau des benchmarks, on se retrouve donc avec un Kirin 980 cadencé à, alors selon les cœurs, ici benchmark, donc 4 cœurs, les Cortex A55 à 1,8 GHz, 2 cœurs Cortex A75 à 1,9 GHz et 2 cœurs haute performance Cortex A76 à 2,6 GHz. Le but étant d'avoir quand même des cœurs haute performance mais avec une gestion de l'alimentation un petit peu mieux, en fait, qui va moins consommer que les cœurs Cortex A76, le tout gravé en 7 nanomètres, donc ce qui fait que c'est un processeur qui est plus orienté économie d'énergie, tout en gardant quand même pas mal de puissance. Ce qui fait que par rapport à S10, on a vraiment deux choses différentes, avec la version Exynos, bien entendu, et donc là, on a un score de 3309 en simple cœur et 9798. Sur le Honor V20, on avait à peu près les mêmes scores, comme vous voyez, on avait à peu près, voilà, c'était à peu près la même chose. Et ce qui fait qu'on est un peu en dessous de ce que proposait le Galaxy S10 Plus, puisque on était sur du 5000 et 10500. Ici, on est un peu en dessous de 1000 points. Par rapport donc au Snapdragon 855, c'est 11 178 points et 3518 en simple cœur. Ce qui fait que globalement, en fait, c'est l'un des processeurs les moins puissants du marché, mais c'est aussi le plus économe. Ça s'est vu au niveau de l'autonomie. C'est pour l'instant le champion là-dessus. Donc après, il faut avoir sur plus de Snapdragon 855, mais c'est clairement lui qui domine le marché là-dessus. Forcément, c'est toujours pas à jour sur mobile, mais voilà ce qui fait que là-dessus, c'est pas le plus performant, mais il reste très performant. Il a des cœurs qui sont quand même performants. Mais voilà, il y a une gestion qui a été faite différemment du côté de Huawei sur le processeur, quelque chose que j'apprécie réellement parce qu'au quotidien, ça ne se verra pas. Et là où ça se verra, c'est surtout sur l'autonomie qui est bien meilleure. Par contre, il y a une petite chose qui me chiffonne, c'est sur ce test-là, le test CPU. Donc CPU Throttle, qui permet de voir justement sur 15 minutes, en demandant d'être toujours à fond pendant ces 15 minutes, comment se comporte le processeur. Eh bien, j'étais assez étonné du résultat, sachant qu'il y a des moments où il va tomber à 62%. Donc c'est vraiment pas terrible, c'est même
il tombe même à moins de 60% de ses performances pendant quelques secondes, sachant qu'au maximum il est à 182 et au minimum il va tomber à 92, donc il se limite partout. En fait, tous les cœurs, à tous les niveaux, on peut le voir notamment ici, bah, on peut voir que tous les cœurs ici, donc 0,8 GHz, un peu partout, à part, en fait, à part les cœurs haute performance qui vont rester à seulement 1,4 GHz, on est à poil mieux que 50%, mais c'est assez fou. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un comportement du processeur comme ça. Alors, je ne l'explique pas du tout. Est-ce que ce sont des limites par rapport à la chauffe? Est-ce que ce sont des limites juste, en fait, ils ont décidé de faire ça. Là, c'est une énorme question que j'ai, surtout que sur l'Honor V20, je ne l'avais pas du tout. C'est la première fois, et surtout qu'avoir une chute aussi énorme, et 3 fois de site en plus de ça, est vraiment très très bizarre. C'est même extrêmement bizarre, donc je ne l'explique pas du tout. Au niveau de la partie GFX Bench, alors là, pareil, je suis sur une incompréhension totale. On commence avec 3152 frames, donc en 1080p forcément, pour tomber à 1500. En soi, c'est pas quelque chose d'illogique, et on l'a déjà vu, le Honor V20, je crois qu'il lui est tombé au fur et à mesure à 2200. Le problème qu'il y a là, c'est surtout ce côté, et comme vous pouvez le voir ici, ça fait c'est les montagnes russes. Mais je n'ai jamais vu de montagne russe à ce point-là. C'est clairement assez impressionnant à quel point il peut changer et tomber pendant... Enfin, c'est comme si sur un jeu, toutes les 5 minutes, ou à chaque partie, vous allez avoir une partie à 60 fps et une autre à 30. Une partie à 60, une autre à 30. Une partie à 60, une autre à 30. Pour quelle raison? Encore une fois, aucune idée. Le Honor V20 ne se comportait pas du tout comme ça. Et à la limite, s'il doit rester à 1500, qu'il reste directement à 1500. Mais faire un système comme ça est très bizarre et surtout absolument pas logique. C'est pas la meilleure gestion des performances. Donc c'est très très bizarre d'avoir une telle gestion du processeur parce que ça n'a juste pas de logique. Par contre, forcément, au niveau ici de l'autonomie, si on compare, donc là, on va être à, ici, donc 379 minutes, ce qui est excellent en soi. Si je fais le compte, ça fait 5 heures, même 6 heures, 6 heures, 20 minutes. Donc c'est un excellent score, hein. On est clairement sur un smartphone qui est puissant tout en étant assez autonome, hein, puisque après c'est plus en général ce type de... Enfin dans les hauts de gamme en général ça a tendance à être beaucoup plus bas parce que ça bouffe beaucoup de batterie. Ici, est-ce que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a autant de zigzags, c'est que justement c'est là pour aussi faire de l'économie d'énergie. Néanmoins je trouve ça assez mal géré. Mais il est plutôt bon en tout cas là-dessus, donc ce qui fait que si vous voulez un smartphone qui soit autonome en jeu, lui il est bien fait pour ça. Il est vraiment bien et les meilleurs ensuite ce sont des appareils qui sont beaucoup plus milieu de gamme, voire bas de gamme avec une énorme batterie dedans. On se retrouve sur PUBG, donc là je l'ai mis en Ultra et HDR. Et donc là, merde. Là, j'ai un mec en face de moi, j'ai qu'une arbalète. Alors, hop, c'est bon, je l'ai eu. Comme quoi, c'était un duel qui était intense. Allez, on va la voir. Voilà. Donc ce qui fait que déjà j'ai eu un mec et je vais pouvoir avancer un petit peu et peut-être faire un autre frag. Donc après le jeu est parfaitement fluide, il faut savoir aussi qu'il est optimisé via GPU Turbo. Donc c'est-à-dire c'est le système pour optimiser au maximum les performances du processeur et qui en plus de ça est open source et à disposition des développeurs. Ce qui fait que par exemple PUBG en profite très clairement. Et donc on voit clairement une excellente fluidité, sachant qu'il est en Ultra et HDR, il n'a aucun problème de fluidité. Donc c'est assez agréable à regarder. Bon, il y avait un mec qui était pas loin apparemment, mais je ne le vois pas. Mais en tout cas, voilà, le jeu est beau. On a pu voir un petit duel à l'arbalète en plus de ça, donc pas forcément le plus facile. Mais bon, comme la plupart des mecs ne savent pas jouer, c'est extrêmement simple. Et moi, à chaque fois que je tourne, je me fais avoir. Bref, ce qui fait que, clairement, on a quelque chose d'assez sympathique de ce point de vue-là. Et on va... hop, ici, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, là, j'ai l'impression qu'avoir d'autres duels sur cette petite vidéo de jeu risque d'être compliqué. Néanmoins, sachez que vous êtes sur une puce qui est quand même extrêmement performante, qui a quelques jeux optimisés avec le GPU Turbo, et qui a une nouvelle version qui va sortir en plus de ça, la version 3.0. Donc, ce qui fait que... 3.0, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait que, n'hésitez pas, en fait... clairement, vous allez clairement pas avoir de problème
avec, hop, avec cet appareil pour jouer. Et on peut le voir en HDR Ultra, j'ai aucun ralentissement particulier. Là on peut voir, hein, c'est quelque chose qui est censé mettre un peu mal pour certains. Il n'y a pas forcément grand chose affiché. Néanmoins, ça fonctionne plutôt bien. Et on va arrêter là parce que là c'est un Marching Simulator. Que peut-on conclure du Huawei P30? C'est un smartphone qui est compliqué. Parce qu'à la fois, il a une fiche quand même qui est haut de gamme, mais par exemple, face au S10, bah, il est un peu moins haut de gamme. On n'a pas l'écran de cas, on n'a pas le double parleur, on n'a plus de jack, on n'a même pas l'adaptateur, que je trouve absolument dégueulasse de ne pas l'avoir mis. Mais au-delà de ça, on a quand même quelque chose qui est sympathique, puisqu'on a le lecteur optique de 3ème génération qui est meilleur que celui de Samsung. En tout cas, au niveau de l'animation et du déverrouillage, c'est plus rapide. Donc déjà, c'est une bonne chose. Il est vraiment réactif, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie réellement. Et vous avez le capteur x5 qui m'a réellement plu. Le zoom optique x5 qui est très bien stabilisé au passage m'a permis de faire des photos que je n'avais pas pu faire jusqu'à maintenant sur un smartphone. Et qu'il fallait, par exemple, le réflexe que vous avez devant vous. Enfin, en tout cas, à travers lequel vous me voyez. Ce qui fait que, clairement, je me suis vraiment amusé à faire ces photos-là. Il est vraiment très sympathique. Le mode macro aussi est très très bien fait. Vous avez dû voir quelques photos. Et en plus de ça, il arrive à faire le focus sur des tout petits objets qui sont en plus de ça des petites fleurs et que beaucoup de smartphones n'arrivaient pas du tout à faire. En fait, à faire le focus dessus, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Et sur celui-là, ça a été assez facile. Le fait de pouvoir faire des macros à 2,5 cm en plus de ça est une force très très appréciable puisque ça permet vraiment d'être très proche de l'objet. Là-dessus aussi, c'est un bon point. Le mauvais point sur la photo, comme vous l'avez vu, c'est surtout le défaut de colorimétrie du capteur principal. Je ne sais pas si ce sera réglé sur une prochaine mise à jour. Je l'espère, donc ce qui fait que j'espère que ça bougera. Mais au vu de l'état et au vu des quelques mises à jour qui sont déjà sorties, je ne suis pas sûr que ça se réglera. Et surtout quand on voit le mode vidéo, où c'est vraiment très important, ça peut en rebuter plus d'un. Je n'ai pas tant entendu que ça dans les tests et j'ai été assez critiqué sur Twitter pour l'avoir mentionné, disant oui, c'est le côté artistique, la réalité que tu vois dans les photos, chacun voit sa réalité. Je suis d'accord avec ça, mais vu que je sais ma réalité, normalement je suis censé voir la même chose que ce que je vois en face de moi dans l'appareil photo, ou du moins il peut y avoir quelques différences, mais assez légères pour que je ne le remarque pas. Ici, c'est même entre les capteurs, et ce qui fait que ça manque d'identité. Quand on sait que le P30 est vendu exclusivement pour la photo et qu'il est exclusivement pensé pour la photo, alors certes, il y a le grand angle qui est très bien géré, même si là-dessus, il y a des petites choses à améliorer, et le x5 qui est absolument génial et permet de redéfinir réellement la photo, ça c'est clair et net. Le capteur principal, lui, avec ses photos nuit, c'est assez sympathique, mais beaucoup trop éclairé pour moi, et je préfère l'ambiance du S10. Le problème, c'est que justement, là en plein jour, je prends pas de plaisir à prendre de photos avec. À cause de ce défaut-là. C'est trop éloigné de la réalité, ça me perturbe. Ça me sort en fait. Et ce qui fait que la photo, quand je veux la prendre, c'est pour c'est pour fixer un moment que je vois et que je trouve joli. Ou quelque chose que je vois et que je trouve joli à l'instant T. Et donc quand je prends la photo, pour moi, c'est de prendre ce que je viens de voir en photo. C'est pas pour de prendre une photo de quelque chose que je vois, mais qui va être perçu complètement différemment par le capteur. Ce qui fait que je perds l'intérêt de prendre la photo, puisqu'elle ne ressemble pas à ce que j'ai vu personnellement. Et je n'ai pas envie de prendre des heures à faire des retouches. Si je veux faire des retouches, je me mets en mode RAW, et là, ok. Mais en mode JPEG, en mode classique, en mode auto, on doit juste s'amuser à prendre la photo et avoir la même chose que ce qu'on a pris en photo. Alors plus ou moins sublimé, bien évidemment, avec les effets de profondeur, etc. Néanmoins, ça doit rester proche de ce qu'on voit dans la réalité. Là, c'est pas le cas en fait, c'est trop éloigné. Ce qui fait que c'est là-dessus que ça me perturbe. Néanmoins, il a quand même d'autres points qui sont très sympathiques. Il a un très bon écran AMOLED, il a une excellente autonomie. Le haut-parleur mono est quand même très bon et le haut-parleur piezo pour les appels est bien géré. Le design aussi marque aussi encore plus un design marqué par rapport aux autres. Ce côté un peu dégradé, je l'apprécie vraiment beaucoup. Je le trouve très joli et très réussi. Et ce qui fait qu'il y a une réelle identité chez Huawei, clairement. Globalement, c'est un bon appareil. Mais face à la concurrence, notamment face au Galaxy S10, qui est son principal concurrent aujourd'hui, je le trouve quand même inférieur. À part l'autonomie, il n'a rien de plus que le S10. Et c'est là où je le perds un petit peu, c'est que tout est vendu sur la photo, mais le problème c'est que par exemple la photo, je la trouve mieux maîtrisée sur le Samsung. Après, c'est un côté personnel, mais j'ai déjà expliqué pourquoi je la trouve mieux maîtrisée. Vous vous éclaterez plutôt bien avec le grand angle et surtout avec le x5 qui est très intéressant et qui n'est pas juste un effet waouh. C'est quelque chose que je me suis posé pendant mon test. Ce n'est pas un effet waouh et artistiquement on peut faire de très très belles photos
Comme vous pouvez le voir dans l'album, vous allez le voir tout de suite, si vous mettez en mode info, vous pouvez voir les photos que j'ai prises en x5, voire en x10, et qui permet vraiment de redéfinir la photo sur smartphone. C'est vraiment cool de ce point de vue-là, parce qu'on peut faire des trucs que normalement c'était beaucoup plus réservé aux réflexes, ou alors il fallait des modules spécifiques. Ici c'est intégré et c'est efficace. Donc là-dessus, c'est quelque chose que j'aimerais bien que ça persiste là-dessus, mais il faut absolument régler le problème du capteur principal. Donc voilà, globalement c'est un très bon appareil. Il manque l'adaptateur jack. Pour moi, je trouve ça cracher à la gueule de certains utilisateurs, parce que ça veut faire comme Apple, alors que c'est un putain d'adaptateur à 1 euro. Donc ce qui fait que moi, je ne suis absolument pas d'accord sur ce type de décision. C'est très clair et net. Et aussi le fait de tout mettre dans la photo, mais par contre de ne pas avoir une identité claire entre les 3 capteurs et d'avoir un capteur qui a une colorimétrie différente de ce que je vois personnellement et de ce que voient les 2 autres capteurs, moi ça me dérange. Ça me dérange fortement et ça m'a perturbé, ce qui fait que l'appareil était bon, mais je ne l'ai pas autant apprécié que ça à cause de ça. Alors à cause du fait déjà, le jack forcément je l'utilise, mais le fait de ne pas avoir d'adaptateur, ça limite les choses. Alors certes j'ai des câbles, etc. Mais c'est quand même quelque chose d'important. Et surtout quand tu as d'autres appareils, tu n'as pas forcément envie de switcher. Vive le Zishan Z3. Mais le capteur photo, qui est censé être le maître étalon, etc., le premier sur Dexo, il est critiquable et pas qu'un peu. Voilà un petit peu mon avis sur ce Huawei P30 Pro. Si vous êtes intéressé par l'achat, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Ça me permet toujours de récupérer une petite commission via Amazon. Pour vous, ça ne vous fait rien à part me soutenir financièrement, sans que vous le voyez, sans que ça vous fait quoi que ce soit. Et si vous voulez réellement m'aider, vous avez toujours Utip pour regarder des pubs, Tipeee si vous voulez me soutenir avec des dons ou aussi regarder des pubs. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci en tout cas de participer, tout ça, c'est toujours très gentil à vous, ceux qui m'aident déjà sur Utip et sur Tipeee. Et puis, on se voit très bientôt pour un autre test, notamment le face-à-face entre le S10 et le Huawei P30 Pro, qui sont les 2 gros smartphones de l'année. Allez, à bientôt sur Techno.